bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations de Mythe. Aujourd'hui, on va parler de l'activité de diététicien en libéral en compagnie de Charlotte. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos conversations sur YouTube, les Conversations de Mythe et sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour Justine. Merci d'être venue. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Charlotte Pelé, je suis diététicienne et je suis aussi formatrice pour le BTS diététique, donc en ATA et environnement professionnel, dans une école à distance, mais également à mon propre compte. Avant, j'ai fait une reconversion, donc avant j'étais ingénieure en biologie dans la recherche. Ok. Ça fait combien de temps que tu as passé le BTS? 4 ans. Est-ce que tu consultes encore aujourd'hui? Très très peu. Maintenant, je suis beaucoup plus formatrice pour le BTS diététique parce que ça m'a pris énormément de temps et que j'adore ça, j'adore la pédagogie et tout. Je me suis formée pour justement bien former les adultes notamment. Et donc, non, je consulte très très peu maintenant. On se dit qu'on est un tout jeune diététicien, on vient d'avoir le diplôme, le Graal. Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut s'installer en libéral? Allez, les premières démarches à faire, c'est quoi? Je dirais la première démarche déjà, c'est de faire la fête. Fêter ça, ouais, c'est bien mérité, c'est vrai. Après tant d'épreuves, je pense qu'on peut fêter ça. Et ensuite, la première chose à faire en tant qu'administratif, ça va être de demander le numéro RPPS maintenant, qui a changé. Avant, c'était le numéro ADELI. Donc, demander le numéro RPPS auprès de l'ARS de sa région. Donc ça, c'est en fonction de notre région. Des fois, c'est directement sur Internet. C'est un document à remplir directement. Ça envoie une demande et vous recevez ensuite une réponse sous une semaine, 15 jours, grand maximum, des fois un mois quand ils sont surchargés. Mais voilà, le document est unique. Donc en fait, vous recevez par mail, il faut bien le garder. Voilà, c'est unique, vous ne recevrez pas d'autres. Et puis par moment, il faut envoyer un courrier ou il faut se déplacer. La deuxième chose, je dirais, ça serait de s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur pour le libéral. Donc là, c'est plus sur le site de l'URSSAF. Maintenant, c'est directement sur le site de l'INPI. D'accord. Donc c'est une procédure, ça a changé. Ça a changé, je crois, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est une procédure qui est un petit peu plus longue en termes de clics, on va dire, et de choses à remplir. Avant, c'était juste un document CERFA que tu as dû connaître. Oui, un trop document simple à faire. Voilà. Ouais. Un vieux document CERFA, comme les vieux documents qu'on voit verts. Voilà. Là, c'est vraiment donc comme une application. Donc tu remplis des petits modules, tu réponds à des questions. Là, c'est un peu plus précis sur tes activités. Ils veulent vraiment savoir, tu dois décrire toutes tes activités que tu vas faire. Ok. Que ce soit du libéral, de la consultation, de l'atelier, tout ce que tu comptes faire. Et bien sûr, si tu veux faire autre chose que du libéral à côté. Et voilà. Et si jamais on se dit je vais commencer par le libéral, parce que quand on commence, on ne sait pas trop comment ça peut évoluer. Si on se met à faire des ateliers, est-ce qu'il faut faire une petite mise à jour sur le site? Comment ça fonctionne? Non, c'est pas nécessaire. Franchement, ils vont pas s'embêter. Mais par contre, c'est mieux de le dire au départ. Se dire que souvent, ce que je conseille aux élèves, c'est de se dire si tu sais déjà que tu veux faire des conférences, des interventions en entreprise, des ateliers, des animations, marque-le. Oui. Voilà. Il vaut mieux être trop exhaustif finalement que pas assez. C'est ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux expliquer, parce que ça m'intéresse personnellement, si on a un numéro ADELI, est-ce qu'il faut qu'on fasse une transition pour avoir un numéro? Non, okay. Par contre, il faut que tu ailles sur le site de l'ARS. D'accord. Tu te recherches dans le répertoire et tu verras ton numéro RPPS. D'accord. Ça, c'est important pour tous ceux qui avaient un numéro ADELI qui consultent. Maintenant, les consultations seront remboursées qu'avec le numéro RPPS. Voilà. Donc, c'est quand même intéressant. Ouais. Donc, sur les factures, on ne met plus le numéro ADELI. Non. Voilà, ça, on n'a plus le droit. Oui, ou ça a changé début mai, là. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Donc je pense qu'il y a un moment de latence quand même. Ok, donc le numéro RPPS, l'ouverture du statut d'auto-entrepreneur qui en fait est instantanée, quasiment en fait. Maintenant c'est encore plus rapide qu'avant avec l'URSSAF où il fallait attendre, etc. Là c'est avec l'INPI maintenant en 24 heures j'avais la réponse. Ouais. Donc on peut se dire, une fois qu'on a son diplôme en septembre... Même sans les diplômes. Ah ouais. Alors c'est plus octobre, fin septembre, début octobre en fonction des régions, mais c'est déjà avec les notes obtenues, juste le relevé de notes pour l'ARS. Ok. C'est bon. Donc on peut imaginer que le plus motivé qui obtient son diplôme début octobre, finalement il peut consulter le lendemain, quasiment. C'est ça.
C'est ça, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre comme statut quand on est diète libérale? Donc, tu as parlé du statut d'auto-entrepreneur. C'est celui que tu vas conseiller, toi? Alors auto, c'est maintenant micro-entrepreneur, finalement. C'est ce que je conseille au début parce qu'en fait, c'est le plus simple. C'est très, très facile. C'est un chiffre d'affaires qui est limité à 75 000 euros, 77 000 euros, je crois. Et donc, avant qu'on les obtienne sur l'année, on a un peu, même si ça serait super bien que tout le monde l'obtienne tout de suite, mais généralement ça prend un peu plus d'1 an, donc on a le temps de voir venir les choses. Et en tout cas, c'est très facile à faire. Il n'y a pas besoin de comptable. On peut faire soi-même du coup tout son administratif. Donc franchement, voilà. Moi, c'est ce que je conseille. Après, sinon, si on sait qu'on va avoir beaucoup de charges. Avec notre activité, que ce soit pour le cabinet, pour des applications d'agenda comme on disait tout à l'heure, de choses comme ça, ou de charges pour peut-être du déplacement, pour du matériel qu'on veut investir, peut-être des balances qui coûtent très très cher, etc. Si on voit qu'on va avoir plus de 34% de charges, il vaut mieux passer en EI. D'accord. Donc entreprise individuelle. Et là, l'EI, la différence, c'est que le chiffre d'affaires est aussi plus élevé et aussi on peut retirer les charges. Voilà. Parce que ça, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais quand on est micro-entrepreneur, on ne peut pas déduire de charges. Non. Donc si on achète un ordinateur, si on achète une balance, tout ça, rien. On ne peut pas déduire. Ouais. Même il y en a, ils se passent en EI après quand ils veulent changer de voiture. Et comme ça, ils prennent sur leur entreprise. Ok. Donc ça peut être vraiment bien. D'où l'importance des cours de gestion. Tout à fait. L'immobilisation, tout ça. Ouais. Ok. Donc toi, tu penses que quand on est micro-entrepreneur, on n'a pas besoin de comptable? Non. Donc c'est relativement simple. En fait, il faut avoir un fichier Excel. Au départ, juste un fichier Excel, ça suffit. Faut bien faire des factures. Voilà. Parce qu'en fait, toute facture, toute prestation qui est au-delà de 25 € doit être facturée obligatoirement. Donc voilà, il faut juste prévoir des factures et faire sur un tableau Excel et c'est réglé. On met le nom du patient avec le montant. Ouais. On fait le total à la fin du mois. C'est ça. Et donc à la fin du mois, on déclare son revenu sur le site de l'URSSAF. On déclare bien le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Sur la ligne chiffre d'affaires dû à la CIPAV. Ouais. Parce que nous, on est affilié à la CIPAV quand on est profession libérale, donc c'est un peu comme notre sécurité sociale, notre mutuelle, quoi. Et donc, on paye chaque mois une partie. C'est ça. Voilà. Donc chaque mois, quand on est en micro, en tout cas, on a 21,2% de notre chiffre d'affaires qui est dû, donc en cotisation, qu'on doit donner à l'URSSAF. On choisit quand on crée son entreprise si on veut que ces cotisations soient dues chaque mois ou tous les 3 mois. Moi, généralement, je conseille que ce soit tous les mois parce qu'au début, certes, on ne fait pas beaucoup de chiffre d'affaires, donc peut-être qu'on va donner 10, 20, 100 € de cotisation, mais après, ça peut aller très, très vite. Donc, si au bout de 3 mois, on doit donner 4 000 €, ça fait un gros trou, il vaut mieux les donner petit à petit. Et c'est aussi, j'ai pas précisé, mais quand on crée son entreprise, franchement, je conseille à tout le monde de cocher la case impôt libératoire. Versement de l'impôt libératoire, parce que sinon, en fait, le versement de l'impôt libératoire, c'est-à-dire qu'on va vous prendre un pourcentage sur votre chiffre d'affaires pour l'impôt. C'est un peu comme ceux qui sont salariés, qu'on leur enlève un pourcentage sur leur salaire brut pour avoir leur salaire net pour les impôts. Bah là, c'est pareil. Il vaut mieux faire ça parce que sinon, vous vous retrouvez des fois au bout d'1 an avec des impôts colossaux. Okay. Donc, il vaut mieux faire ça. Un versement libératoire, c'est intéressant. Ok. Et donc, en plus de ces déclaration à l'URSSAF, il faut déclarer ses impôts comme tout à chacun, en mettant bien le chiffre d'affaires aussi dans les impôts. On ne se dit pas, allez, j'ai déjà reversé 21%, je retire et non, voilà. Non. Okay. C'est bien son chiffre d'affaires. Et puis, c'est un document particulier des impôts. Ça, vous pouvez le retrouver sur les impôts. Vous pouvez leur demander sur votre compte particulier. Voilà, vous avez une entreprise. C'est le RCP 2020, je crois, ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est vraiment le fascicule pour payer les impôts pro. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre chose à payer quand on est diète libérale ? Bah après, ça va être tout ce qu'on va mettre en place à côté, hein. Agenda, cabinet, tout ça, application, enfin voilà, tout ce qu'on va mettre, ce qu'on va vouloir pour notre activité. Après, en termes administratifs, c'est à peu près tout ce qu'on va. Si, on a la RCP Pro.
Ça, c'est important. Oui. Donc, faut une responsabilité civile professionnelle. Donc ça vous protège en fait. Si un patient vient dans votre cabinet et se pète la cheville devant, au moins voilà, ça vous protège. Ça coûte combien ça à peu près? Entre 8 et 15 euros. Par mois, ouais. Après, il faut rajouter une complémentaire, une prévoyance, parce que tout ça, vu qu'on n'est plus salarié, on l'a plus. Donc tout ça, faut le compter. Et après, pour la retraite, faut y penser aussi, même si on est jeune. Après, les reconvertis, ils sont un peu moins jeunes, mais faut y penser aussi. Et donc ça, il faut l'ajouter dans notre petit fichier Excel aussi. C'est ça. Donc on fait une colonne sur ce qu'on gagne avec les consultes et on fait une colonne avec ce qu'on dépense. Ok. Et toi qui as ouvert 3 cabinets déjà dans différentes régions, est-ce que tu peux donner un aperçu de ce que ça peut coûter mensuellement un cabinet, la location? Alors, franchement, ça c'est comme pour ce qu'on peut toucher. Ce que ça va nous coûter un cabinet, ça dépend vraiment de la région, de la taille de la ville et aussi de votre communication. Parce que, en fait, plus vous allez communiquer avec un maire d'une petite ville, plus il va vous octroyer un local avec un loyer pas cher. D'accord. Donc vraiment, c'est important de communiquer. En fait, faut pas rester seul. Donc c'est vraiment intéressant de faire ça. Donc faut toujours aller voir les maires de toutes les villes. C'est bien, un petit tips là, premier. Mais ça c'est intéressant. Moi, je sais que sur le premier cabinet que j'avais, donc en Bretagne, dans un village, il y avait 1200 habitants. Pas de professionnels de santé. Si, il y avait 2 professionnels de santé. Il y avait une psychologue et il y avait une infirmière. Mais ils n'avaient pas de médecin, il n'y avait rien. Et du coup, quand je suis venue pour leur proposer, ça les a vraiment intéressés. Et mon conjoint à l'époque était aussi réflexologue, ils nous ont donné un cabinet qui faisait 50 mètres carrés pour 100 euros par mois. Waouh. Pour qu'on amène en fait de la patientèle aussi. Dans leur intérêt aussi. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, il faut rajouter l'électricité, l'eau, c'est un peu comme tout le monde. Et l'assurance du cabinet. Ok. Après, j'ai eu un autre cabinet en Vendée où là, je payais dans les 300 ou 400 euros par mois. Tout ça, à chaque fois, quand je dis ça à temps plein. J'ai pas eu de cabinet à mi-temps. Ça, et après à Lyon, je payais le cabinet 400-500 euros par mois aussi. Ouais. Ok. Donc c'est quand même une somme importante. C'est pas étonnant qu'on voit aussi de plus en plus de professionnels de santé consulter à distance finalement, faire des visios. Oui. Parce que ça enlève c'est sûr. Ces frais-là, quoi. Oui. Ça, c'est sûr que c'est un gros trou dans le budget, mais je pense qu'on peut pas trop, à l'heure actuelle, passer à côté, surtout quand on s'installe. Ah oui. Je pense que quand on est bien installé, quand on a une patientèle, quand on s'est fait connaître, je pense que c'est totalement possible d'être que en visio, mais tout de suite faire que de la visio, et si on veut faire que du temps plein, je pense pas que ça va être très compliqué de pouvoir avoir une patientèle pour avoir un revenu. C'est ce que tes étudiants constatent aussi. Alors quand ils obtiennent le diplôme, tu remarques que ils ont du mal à pouvoir en vivre qu'en distance. Qu'à distance, ouais. Okay. Après, justement, on peut avoir un cabinet si on n'a pas les fonds, juste 2 jours par semaine, par exemple, c'est possible aussi. Oui. Et tu sais, dans les maisons de santé, tout ça, ça peut être intéressant aussi. Oui, ça apporte beaucoup de patientèle, parce qu'il y a beaucoup de passages. En Vendée, j'étais dans une maison de santé, enfin, c'était une maison surtout, qui a été rebaptisée en maison de santé. Avec 2 psychologues. Et les psychologues, tu vois bien, ils ont des agendas hyper remplis, donc il y a des tonnes de patients tous les jours, et des patients venaient ensuite me consulter parce qu'ils ont vu que j'étais là, etc. Donc ça aide beaucoup, ou avec des kinés, avec des ostéos, etc. Ça peut être vraiment intéressant. Et c'est un peu moins cher quand tu es dans une maison de santé, ou c'est vraiment très ok. Ouais. Il y a aussi un gain d'installation que j'ai pas dit, c'est que quand on s'inscrit en micro-entreprise, si c'est la première fois qu'on a une entreprise, on peut faire une demande d'aide à la création d'entreprise. Si on est demandeur d'emploi, même si on touche plus d'allocation chômage, on peut demander donc l'aide au retour à l'emploi de l'URSSAF. Et donc dans ces cas-là, nos cotisations passent de 21,2 à 12% pendant un an. Pendant un an.
À l'époque, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais c'était progressif. La première année, c'est plus comme ça. C'est directement 21%. Ouais, c'est tout de suite maintenant, soit 50% la première année si on a l'aide, sinon c'est tout de suite 21,2%. Et là, ça va bientôt monter à 23%, jusqu'à 26% dans quelques années. Ok. Parce que moi, à l'époque, je crois que j'ai commencé, c'était 0. Puis ensuite 12, enfin 0% la première année, puis 12, puis au bout de 3 ans. Ouais, c'était ça. C'était ça. Hein. Ok, bon c'est très intéressant aussi à savoir. Allez, on va se dire, on a le diplôme, on a son numéro RPPS, on a son cabinet. T'as commencé à parler et expliquer qu'on pouvait aller voir les maires de la ville dans laquelle on veut s'installer. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qu'on peut faire aussi, peut-être même en amont, pour se faire connaître ? Il y a plein de choses à faire. Allez, dis-nous. Non, il y a forcément tout ce qui est maire. Après, si vous n'avez pas peur de la radio, des journaux, des choses comme ça, c'est contacter les journaux locaux, ne serait-ce que pour avoir un article papier aussi, mais pourquoi pas passer dans une petite chaîne locale, les radios pareil, locales ou nationales, ça peut être aussi, mais vraiment pour se faire connaître, pour qu'on entende parler de vous. Comme je dis souvent à mes étudiants, ils rigolent quand je leur dis ça. J'ai dit, normalement, dès que vous êtes installés, après, quand on tape diététicienne, on doit voir que votre nom. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre ville, on ne doit voir que vous, quoi qu'il arrive. Et que les gens se disent, oh là là, comme par hasard, je suis tombée chez vous. Mais c'est pas un hasard parce qu'en fait, vous aurez tellement travaillé avant que... Donc, je pense que ça, c'est important. Et puis, aller voir les professionnels de santé dans votre localité aussi. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'envoyer un courrier au médecin, par exemple ? Alors comme ça, à l'aveuglette, je pense pas. Ok. Parce qu'ils vont se voir tellement. Par contre, dès que vous commencez à consulter, oui. C'est-à-dire que moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus d'impact. Le fait que quand on commence à consulter et que on a une patiente qui vient pour quelque chose, une anémie par exemple, elle vient que pour ça, pour de l'anémie. Et ben ensuite vous envoyez un courrier à son médecin en disant voilà, je suis Madame Machin. Vous donnez tous les motifs d'hospitalisation, comment ça s'est passé, le bilan, quand est-ce que vous allez la revoir, tout ce que vous mettez en place, un vrai beau courrier comme ça. Et là vous mettez votre carte de visite dedans. Une seule suffit. Vous mettez ça, vous l'envoyez. Comme ça le médecin il va avoir sa petite carte de visite sur son bureau. Ok. Et même des fois, j'ai déjà vu où le médecin l'a comme ça sur son bureau et le médecin n'a pas forcément parlé de la diététicienne, mais les gens, en attendant que le médecin il écrive, ils font « Ah tiens, il y a une carte, ça a l'air intéressant ». Et ils retiennent votre nom. Pas les contacter, envoyer un courrier type au médecin tout de suite. Ça, je trouve que ça a moins de sens. Ok. Et alors, tu parlais de carte de visite. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que... C'est important. Les diètes, c'est un sujet important. Ouais. Donc, carte de visite. Alors oui, mais n'en faites pas 200. Ça sert à rien. C'est quoi les codes d'une bonne carte de visite ? Je dirais qu'il ne faut pas qu'elle soit recto verso. Ok. Pourquoi ? Parce que moi, je vous le disais, c'est l'erreur que j'ai faite, la première carte de visite que j'ai faite. Je me suis dit, recto verso, c'est sympa et tout, devant un peu ce qu'on est, qui on est, un peu, notre identité. Puis derrière, vraiment quelque chose de plus formel avec le numéro de téléphone et un peu moins fun. Mais le problème, c'est que cette carte de visite-là, un jour, je suis allée dans un supermarché, j'ai dit, voilà, je voudrais que vous les affichiez, les autres. Oui, mais ils peuvent pas les retourner, les gens. Donc, vous n'avez pas mes coordonnées. D'accord. Donc, vous n'avez que mon nom. Et donc, c'est un peu dommage. Ah, parce qu'ils les affichaient sur une vitre ou quelque chose comme derrière ça. une vitre. Ah oui, c'était pas... Ok. Donc, ça peut être très dommage. Je pense qu'il ne faut pas trop de choses sur une carte de visite. Moi, j'ai trouvé que celle que j'avais faite qui marchait le mieux, c'est quand j'avais mis « Je vous écoute ». En gros. Et en fait, les gens, tout de suite, ils se sont dit « Ah, je suis écoutée ». Et ils ont envie d'appeler. Ok. Tu mets une photo ? Non. Oh, d'accord. Pas de photo. Je pensais qu'humaniser un peu, ça pouvait peut-être donner... J'ai pas mis de photo, j'ai mis une image avec... il y avait quoi dessus ? Il y avait des fruits, de la rhubarbe, des trucs comme ça. Un peu de rose, parce que j'aime bien le rose. Un peu de rose, de blanc, de gris. Mon nom, le fait que je sois diététicienne, mon numéro, je vous écoute, c'est tout. Ok. Et tu l'avais réalisée toi-même, cette carte de visite ? Oui. Ouais, ok. C'est vrai que maintenant, il y a des outils quand même plutôt bien faits. Moi, je pense à Canva, parce que c'est celui que je vais utiliser. Est-ce que tu en as d'autres, toi, peut-être, des outils Sur Vistaprint, après. Vistaprint, ouais. Ça se fait aussi facilement. Moi, je l'avais fait là. Maintenant, je suis plus à l'aise sur Canva, donc je le ferai sur Canva, mais... Et pourquoi tu dis qu'il ne faut pas en faire 200 ? Parce que souvent, on change, on évolue. Et en fait, et on ne va pas en donner 200, ça ne sert à rien. Donc, faites-en, 50 ?
50, vous voyez quand vous allez les donner et à qui. Moi, toutes celles que j'ai laissées dans les supermarchés, je vous dis tout de suite, arrêtez, ça sert à rien. Ah ouais? Personne ne regarde. Qui va regarder? T'as déjà regardé un fiche? Dans les magasins bio. Ah ouais, je trouve, parce que t'as un peu plus de temps. C'est moins rapide. Mais dans les Leclerc, les Auchan, personne ne regarde finalement tout ça. Donc en fait, ça sert à rien. C'est comme les laisser dans les pharmacies, aller les déposer comme ça ne sert à rien, vous perdez du temps. Ok. Donc non, moi je les garde juste pour les patients vraiment. Au départ, je faisais un petit dossier, je mettais dans une pochette tout leur suivi alimentaire, et là j'agrafais ma carte de visite dessus, puis à chaque fois je leur disais vous pouvez me contacter quand vous voulez jusqu'à la prochaine consultation. Et comme ça ils avaient une petite carte de visite à moi et ils pouvaient la transmettre. Ou sinon que dans les courriers pour les médecins, mais sinon jamais. Ok. Dans les salles d'attente, allez, les coiffeuses, les esthéticiennes. J'ai essayé, ça marche pas. Ah ouais, ok. Ça marche pas. Même dans les salons de coiffure, j'ai tout fait. Les salons de coiffure, ils t'accueillent, ils sont là. Ah ouais, j'ai plein de clientes avec qui je parle et tout, ça pourrait les intéresser. Mais finalement, personne ne les prend. Ok. Moi, j'en avais fait aussi au début, et puis j'avoue que ça m'a un peu saoulée. Et en fait, maintenant, j'en ai plus du tout. Après, je pense que les réseaux sociaux, on va y venir, c'est tellement puissant que finalement, les cartes de visite, c'est un peu remis en question, mais ok. Moi, c'est intéressant d'avoir ton avis sur la question. Maintenant, il existe aussi des applications. Alors, j'ai pas testé. Mon conjoint, il a testé une application pour avoir les cartes de visite virtuelles. Donc, je n'ai pas testé, mais du coup, ça évite d'avoir une petite carte de visite papier, quoi. Après, je me disais d'en avoir toujours sur soi, parce que si jamais, il faut... Allez, on est en soirée, et puis il y a quelqu'un qui commence à parler de là, ça, tu donnes ta petite carte de visite. Bon, je pense qu'en tout cas, c'est pas un investissement très important, et peut-être que pour les jeunes diètes qui se lancent, ça mais peut 50. être... Ouais, voilà. Mais un petit investissement de 50, ça va vous coûter 10-15 balles. Voilà. Ouais, voilà, ça vaut peut-être la peine. Et les flyers, alors? Hors zéro. Alors là, faut pas du tout. Ah ouais, c'est très tranché. Non, ça c'est nul, ça sert à rien. Franchement, ça c'est vraiment le truc. Faut arrêter. Ok. Ouais. Ça sert à rien. Personne ne les regarde, tout le monde les jette. Je pense que de toute façon, il faut se dire maintenant qu'est-ce qu'on fait quand on nous parle de quelqu'un. On regarde sur Internet, on regarde sur Facebook ou sur Instagram, quoi. On regarde même plus sur Google comme on pouvait peut-être faire avant. Je pense que les réseaux sociaux sont tellement devenus présents. Ouais, après, il y en a qui vont regarder quand même sur Google. En fait, moi, je pense que... l'âge. C'est ça. Ceux qui n'ont pas Instagram, Voilà. Mais je pense que, en tout cas, il faut passer par Internet. Moi, les diètes qui me disent ouais, mais j'arrive pas à faire de la patientèle, mais j'ai pas de site Internet parce que je suis pas à l'aise avec ça. Ouais, mais alors t'y arriveras pas. Okay. Il faut, moi, je pense à l'heure actuelle, faut avoir une super page Google My Business et un super site Internet. En plus, la page Google, ça se fait en 5 minutes aussi, ça, finalement. Ouais. Alors, c'est plus embêtant maintenant. Ah ouais, t'as connu une ancienne version comme moi, mais maintenant, c'est plus embêtant. En fait, maintenant, Google te demande de faire une vidéo de ton cabinet, si c'est un cabinet, pour prouver avec ta plaque que c'est bien toi, avec toi à côté. D'accord. Des fois, ta carte d'identité. Enfin, ils peuvent demander plein de trucs pour prouver, en fait, pour être sûr que c'est bien toi, c'est bien ton cabinet, etc. Ok, bon ça c'est quand même à faire quoi, je pense que c'est primordial. Google, et alors le site internet, tu conseilles aussi ? Ah oui. Mais les deux, par contre, il faut que ce soit bien référencé. Une fiche Google My Business, comme tu dis que c'est facile à faire. C'est certes facile, mais il y a des codes. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une formation de référencement naturel pour mon site internet et local pour du Google My Business. Et il y a vraiment des codes à avoir pour bien la faire et pour qu'elle passe au-dessus des autres. Ou en tout cas qu'elle soit dans les 3 premières, parce que on sait bien, tous on est comme ça. Si tu cherches diététicienne n'importe où, Paris, tu vas tomber sur les 3 premières. Tu vas d'abord regarder celle-là, et ensuite tu vas commencer à regarder la 4e, 5e, etc. La 10e, tu la regardes même pas. Donc en fait, il faut que tu sois dans les 3 premières, et pour ça il y a des codes pour être bien placé. Et comment on fait alors ? La question. Déjà, si on n'est pas connu par son nom, si on n'est pas réputé par son nom, on met déjà sa fonction. Diététicien, diététicienne. Moi, j'avais mis diététicienne nutritionniste. Pourquoi ? Parce que nutritionniste est plus un terme que les gens cherchent. Donc, c'est plus un mot-clé Internet que les gens vont taper plutôt que diététicienne, souvent. Ah ouais.
Donc les deux. Ensuite, tu peux ajouter ton nom. Ensuite, tu peux ajouter une spécialité à toi. Mais ton nom ne doit pas être en premier parce que c'est pas la première chose que les gens cherchent, sauf si tu es vachement connu. Oui, bien sûr. Et après, il faut surtout bien remplir toute sa fiche. Tout dedans. Pas se dire « Oh oui, ça je remplirai plus tard, machin. » Non, mais tout. En fait, Google, c'est un robot. Plus vous allez le remplir, plus il va se dire « C'est quelque chose d'important. » Parce que tout est rempli. Donc les horaires. Tout, les horaires, les jours fériés. Numéro de téléphone. Ouais, il y a plein de trucs. Et là, une photo. Et la photo. Ouais. Et là, plusieurs photos. Du cabinet, de vous, d'autres choses. On peut faire des posts Google My Business. Ah ouais. Et ça c'est bien d'en faire un tous les mois minimum. Ok. Parce qu'en fait, c'est pareil, Google, il va se dire, du coup, c'est quelque chose d'important. C'est une fiche importante parce qu'elle est tout le temps renouvelée. Et un post... N'importe quoi, sur les consultations, maintenant, vous avez mis en place le paiement par carte bleue, hop, vous faites un petit post là-dessus, paiement par carte bleue. Voilà, vous créez un nouvel atelier ou une conférence, une intervention, hop, un petit post là-dessus. Voilà, des trucs... Des fois tout bête, mais voilà. Et les avis, j'imagine que ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il en faudrait un par mois minimum. Un par mois minimum, ok. Bon, ça, c'est facile. On demande à son patient de laisser un petit... Il ne faut pas avoir peur de demander. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est sur la page Google. Et pour le site Internet, alors moi, je suis un contre-exemple. J'ai pas de site Internet. Ah. Et ça a toujours fonctionné sans, mais... tant mieux. Voilà, tant mieux, comme quoi. Mais qu'est-ce que tu peux conseiller alors pour les sites Internet ? Faut un beau site Internet. Ouais. Ne pas hésiter à se faire aider, alors passer par... Si on n'est vraiment pas à l'aise, oui, parce que c'est très chronophage. Moi, j'avais passé tout mon temps à faire l'été mon site Internet. Pour que quand j'allais avoir mon diplôme, parce que j'étais sûre qu'il fallait que je l'ai de toute façon, il fallait qu'il puisse être publié tout de suite. Bon, il était très très moche le premier. C'était une horreur. Mais après, en fait... Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut le faire soi-même ? C'est d'aller voir plein de sites internet de diététiciennes, de voir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et de se dire, voilà, moi je vais choisir un hébergeur, ce qu'on appelle un hébergeur de site, donc Wix, WordPress, Shopify et puis d'autres. De choisir son hébergeur et à partir de là de dire, voilà, j'ai trouvé que ça j'aimais bien, comment je peux le faire moi ? Et si vous n'y arrivez vraiment pas, après c'est à demander de l'aide de professionnels. Ouais. Tu as une idée du prix aussi de ce que ça peut coûter ? Ça coûte entre, on va dire, 700 € jusqu'à 3000 €. Okay. Tout dépend du nombre d'onglets qu'on va avoir, tout dépend de ce qu'on va demander à l'intérieur, si on veut du référencement, si on veut qu'il fasse aussi des articles de blog, du marketing, et puis ça dépend de la personne si elle est connue ou pas. Là, moi j'ai fait Wix. Moi, j'aime beaucoup Wix pour le design, et parce que j'avais fait moi-même au départ, et du coup, je trouve que je connais bien, donc voilà. Plus à l'aise, ouais. La deuxième fois, j'ai fait faire par quelqu'un, mais une agence Wix. Donc, contrairement à ce qu'on pense, il y a très bon référencement chez Wix. Parce que je sais que ceux qui sont WordPress vont dire l'inverse, donc voilà. Mais ça marche très très bien. Mais là, je viens de découvrir aussi un designer et un développeur WordPress qui fait des tout petits tarifs. Donc, j'attends de voir la qualité pour ensuite pouvoir en parler aux élèves. Voilà. Oui. Ok. Donc, site internet, donc bien sûr... les informations importantes, le fonctionnement des consultations, site internet, les prix. Il y a des codes. Ouais, donc là, répondre comme ça serait très long, parce qu'il y a beaucoup de codes. Comment faire la page d'accueil qui doit être primordiale, parce que la page d'accueil, c'est ce que les gens vont voir tout de suite. Il y a plein de petits codes. Moi, je suis formée toutes les semaines dessus. Donc en fait, il y a plein de... Parce que j'aime bien. Toutes les semaines, ah ouais. Ouais, j'ai un webinaire toutes les semaines avec quelqu'un qui s'occupe de faire des sites internet, en fait. Et on analyse des sites. Et on voit ce qui est bien et pas bien. Donc moi, je trouve ça intéressant parce que j'aime bien. Et en fait, il y a plein de codes à avoir sur une page d'accueil pour attirer les gens. Et après, ça va être tout le reste qu'on va mettre à côté sur les différents onglets, les explications, etc. Il faut que ce soit fluide aussi dans la navigation. Est-ce qu'il faut une phrase d'accroche ou quelque chose ? Oui, il y a toujours une phrase d'accroche, un slogan. Oui. Je crois que ça marche. Moi, personnellement, je déteste, mais c'est quand on va tout en bas d'un site, on voit plein d'avis. Je trouve ça lourd, et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le fait, donc j'imagine que c'est parce que ça marche. C'est les codes. Et en fait, ça rassure beaucoup de gens. Alors toi, t'aimes pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont rassurés par rapport à ça. Et en fait, donc, souvent comme ça. Et tu conseilles de pouvoir recueillir l'adresse mail de la personne aussi, peut-être, parce que je sais que sur des sites
sites, des fois, on peut... Pour les newsletters, ou des choses comme ça. Il y a des diètes qui font ça aussi pour envoyer des newsletters. Ça sert à ça, en fait. Récupérer une adresse mail, c'est pour ensuite envoyer des newsletters. Moi, je t'avoue que là, sur mon site internet, mon nouveau, je dois avoir plus de 2000 emails. Ouais, email, ouais. J'ai jamais envoyé une newsletter. C'est très rare. J'envoie des fois une à quelques-uns pour leur donner un code promo pour un essentiel que je propose. Mais sinon, non. Ok. Parce que je prends pas le temps de faire ça. C'est ça. Mais sinon, oui, ça peut être intéressant. Ok, donc si je résume en termes de ce qu'on peut mettre en place avant l'installation, donc on a parlé chez les médecins, peut-être avoir les petites cartes de visite, flyers, on oublie. Il n'y a rien d'autre. Hein. Bon, aller voir le maire pour discuter, tout ça. Est-ce que, en tant que diète, on est quand même professionnel de santé, c'est quoi la réglementation en termes de publicité ? J'adore cette question, je l'ai tout le temps. Allez, salut. On n'a pas le droit de faire ça. Alors dis-nous tout. On n'a pas le droit de faire ça, mais l'article dans le journal, on n'a pas le droit. En fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout est possible, c'est totalement légal. Vous pourriez avoir, souvent ce que je dis aux élèves, une affiche de vous 4x4 sur un abribus, pas de problème. C'est juste que certaines associations de diète, notamment la FDN, n'apprécie pas au niveau éthique, parce qu'on est professionnel de santé, de dire que on fait de la publicité. À savoir que moi, ce qui me fait rire, c'est que comme Google Ads, je ne sais pas si tu connais, c'est le fait de faire de la publicité de notre site internet ou de notre page Google sur Google. Avant, les diètes étaient totalement contre parce que c'était de la publicité. Maintenant, même des diètes qui font des sites internet disent qu'il faut le faire. Ok. Donc comme quoi, voilà, les échanges. Donc, allez, la publicité, légalement, pas de problème. Déontologiquement parlant... mais c'est un choix. Ouais, c'est un choix. C'est franchement toi et avec toi-même. Est-ce que c'est dans tes valeurs ou pas ? Ok, mais alors quand on dit publicité, parce que tu vois, il peut y avoir plusieurs types de publicité. Faire sa pub sur les réseaux sociaux, avoir c'est un de la site pub. Ouais, c'est de la pub. Avoir un site internet, c'est de la pub. Enfin, tout ça, c'est de la pub. Je pense qu'il y a quand même une limite là où il faut faire très attention, c'est qu'en tant que professionnel de santé, on n'est pas, pour le coup, avec notre numéro RPPS, etc., on n'est pas coach en nutrition. Et ce qu'on peut voir sur les réseaux, c'est souvent des concours, ce genre de choses pour faire gagner. Non, ça serait voilà, là, on est éthiquement, je pense que là, il y a une limite quand même. C'est trop loin. Non, faire gagner des consultations, ça serait bizarre. Coaching, au niveau santé, ça serait vraiment étrange. Moi, quand je dis publicité, c'est vraiment plus article, c'est se faire connaître en fait. Et tu vois, ça pourrait être tentant parce que un tout jeune diète qui commence, qui a pas de patient, se dire je vais faire un concours. Ou les trucs qu'on voit des fois à l'été, là, contactez-moi, je cherche des femmes entre 30 et 50 ans pour perdre 5, 10, 15 kilos. Voilà. Mettez kiwi si vous voulez perdre 5 kilos. Exactement, un emoji, je sais pas quoi. Donc ça, on est d'accord que là, c'est très limite. Même si, alors légalement, est-ce que c'est... Légalement, ils ont le droit. Ok. Mais éthiquement, là, c'est un peu moyen. Et dans le même genre, les photos avant-après. C'est pareil. C'est normalement les photos avant-après. Je trouve que c'est franchement. Je sais pas s'il y a des diètes qui font ça. Je pense. Ouais, peut-être. Mais non, ça, je trouve que c'est un peu. C'est dur quand même. On en voit partout. Alors je sais pas si c'est forcément des diètes qui le font, mais. Ça, je sais pas si c'est légal ou pas. Sincèrement, j'en ai aucune idée en tant que professionnel de santé si on a le droit de faire ça. Parce que oui, ça pourrait être assimilé à la publicité. Je sais pas. Je trouve que montrer le corps de quelqu'un avant, après, comme ça. Parce que c'est ce qui marche le mieux. Ouais. En fait, allez, on sort, on enlève notre casquette de diète avec tout ce qu'on peut avoir comme valeur, etc. À la place d'un patient mal dans sa peau, tu vois une photo d'une personne à 15 kilos de moins. En 3 mois en plus, parce que généralement, il y a le nombre de mois qui est très rapide. Voilà, donc je pense que ça marche très bien. Ça marche très bien, je pense. C'est vrai que là, comme tu dis, c'est à nous de mettre le curseur. Moi, je pense quand même qu'il faut rester professionnel de santé. Et c'est ça. Voilà. Il faut rester professionnel de santé, en effet, et garder cette éthique-là. Et je pense qu'au niveau publicité, en effet, ça a arrêté à là où on voit que c'est plus de la santé, quoi. Parce que sinon, on n'est plus dans la santé. On est juste dans je veux faire perdre du poids. Voilà. Et la FDN peut faire quelque chose concrètement ? Elle a un pouvoir de
Sincèrement, je connais pas trop le pouvoir de la FDN. Pour l'instant, je sais qu'ils travaillent sur le BTS pour le faire un petit peu modifier, machin. Mais bon, ils sont très thérapeutiques. Ok. Très diète thérapeutique, mais peu libérale. Ok, ah oui. Peut-être l'ADL à la rigueur. Ok. Ça marche. Bon, allez, on a commencé à en parler de tout ce qui est réseaux sociaux, etc. On va aller vraiment dans le vif du sujet parce que c'est quand même, je pense, un incontournable maintenant quand on est tout jeune diplômé et même après d'ailleurs. Alors, je pense que ça va être intéressant parce que toi, tu as vraiment l'expérience de terrain et tu as l'expérience aussi parce que tu as des étudiants en face de toi tout le temps, donc tu peux vraiment avoir plusieurs regards. Est-ce qu'il faut être sur tous les réseaux ? Est-ce qu'il faut en choisir un dans lequel on se sent plus à l'aise ? Qu'est-ce que tu conseilles, toi ? Alors, moi, je suis un peu comme toi avec le site internet, c'est-à-dire que je suis un peu le contre-exemple. En tant que diététicienne, je n'étais pas du tout sur les réseaux. Ok. J'avais juste mon site internet, ma page Google, et ça marchait comme ça, très bien. Moi, j'ai pas Instagram, et pourquoi je l'ai pas ? Parce que je sais que si je l'ai, je vais passer 20 heures sur 24 heures dessus. Donc, je préfère pas l'avoir. Okay. Mais si on est à l'aise avec ça, je trouve que c'est bien, mais par contre, les réseaux sociaux, à mon sens, si on veut se faire connaître par ça, il faut soit créer une communauté, soit il faut poster régulièrement, parce que sur Instagram, c'est pas fait pour créer des communautés, mais c'est pour poster des choses, donc il faut poster régulièrement. Les gens aiment bien voir des stories régulières sur votre vie, etc. Sur aussi des conseils diète, bien entendu. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qui fonctionne ? C'est quand vous donnez des choses gratuites. Donc donner des choses gratuites, c'est pas offrir, comme tu disais, une consultation pour un jeu concours, c'est donner de l'information gratuite. Donc c'est vraiment aider les gens gratuitement en donnant une information et qui va vous faire connaître, voir qui vous êtes et donc comme ça avoir confiance et consulter avec vous. Et peut-être pour plus développer votre visio également. Parce que vous pourrez faire plus de visio dans la France entière. Oui, parce qu'on va toucher des gens de partout. C'est ça. Ouais. Et après, sur Facebook, c'est plus le côté communautaire. Donc là, c'est créer une communauté à la rigueur par rapport sur un sujet qui vous passionne, le sport, des recettes ou n'importe quoi, qui fait que vous créez une communauté. Et à partir de là, vous allez pouvoir générer aussi plus de consultations. Mais je pense que ça peut être intéressant. LinkedIn aussi. Donc toi, tu n'es pas sur Insta, mais tu es très active sur Facebook. Oui. Et on pourrait se dire que tu touches quand même plutôt des jeunes. Oui. Et on a tendance à dire que Facebook, pour les jeunes, c'est plus trop d'actualité. C'est démodé. Et finalement, si, tes étudiants sont sur ton groupe Facebook, en fait. Mais après, les étudiants en BTS diététique, il y a de tout âge. Ça va de 18 à 60 ans. Ouais, mais les tout jeunes de 18 sont là quand même. Alors les tout jeunes de 18, oui, il y en a quand même, il y en a quelques-uns, mais des fois il y a les mères des élèves qui sont là et en fait qui sont actives avec leur propre compte parce que leur fils ou leur fille n'a pas de compte Facebook. Parce que toi tu communiques comme ça, tu parles évidemment de ton groupe Facebook, là où tu donnes tes ressources, où tu partages les infos, etc. Ouais, pour tout le BTS. D'accord, ouais. Donc toi, t'as un peu choisi de te concentrer sur Facebook. Ouais. Et même plus encore, c'est même pas une page, c'est un groupe. C'est un groupe, oui. C'est un groupe vraiment BTS diététique bienveillant sur le BTS pour accompagner les élèves tout au long de leur BTS jusqu'à leur installation. Puis il y en a qui restent après. Et du coup, ça devient une communauté parce que même ceux qui ont eu leur diplôme restent et conseillent les autres. Donc c'est vraiment un win-win, comme on pourrait dire, quoi. Vraiment, c'est ça. Et t'as pas de page Facebook ? Non. Ok, donc c'est vraiment, tu es vraiment sur le groupe Facebook pour favoriser les échanges, les interactions entre les membres en fait. Oui, vraiment ça. Donc les gens ils posent leurs questions par rapport au BTS et c'est vraiment pour l'échange comme ça. Ok. Donc finalement, comme dans tout, il faut de la nuance, mais on peut pas dire il faut être sur tous les réseaux pour se faire connaître partout. Il faut quand même le faire en fonction de sa sensibilité et de son envie, de là où on se sent plus à l'aise. Bon, finalement, toi, Instagram, tu t'es dit, je ne m'y lance pas, voilà. Ça me ferait perdre trop de temps, en fait. Je sais que sinon, je passerais trop. Et tu concentres tous tes efforts sur ton groupe. Oui. Après, je trouve que c'est bien aussi. Si on est à l'aise et qu'on aime les réseaux, j'ai une élève, par exemple, elle, si je lui dis qu'il faut se mettre sur les réseaux, elle va me dire non, je veux pas, j'aime pas ça. Elle n'a pas les réseaux, elle en veut pas. Ah ouais. Donc ok, ça se comprend. Une jeune ? Oui, une jeune en plus. Elle a 30 ans, donc elle est jeune. Et donc elle veut pas du tout. Ok, c'est pas grave. Ok. On fera autrement. Mais dans la majorité des cas, tes élèves, ils sont. Ouais. Et c'est quoi, plus Instagram ? Plus Instagram, ouais.
Instagram, TikTok. Donc c'est bien si on est vachement à l'aise avec la vidéo. Ouais. Faire des petits reels, je pense que c'est bien pour TikTok. Voilà, pour se faire connaître là-dessus. Après, en réseau qui marche bien, YouTube, ça marche quand même. Mm-hmm. Si on est à l'aise aussi avec la vidéo, ça peut bien marcher. Et les podcasts, c'est de cette génération-là, donc les podcasts, ça marche vachement bien. Et est-ce que tu fais des lives Facebook ? Non, pas live Facebook, mais je fais ce qu'on appelle des capsules. Donc, une fois par mois, j'ai un invité et je fais en live sur un thème quel qu'il soit. Des fois, c'est par rapport au BTS. Puis des fois, c'est pour après le BTS. Là, le mois prochain, on va avoir... Là, on a eu alimentation du sportif il y a 2 jours avec Laetitia qui est spécialisée diététicienne du sportif. Et le mois prochain, on va avoir... Oui, c'est ça, c'est le mois prochain. Cuisine thérapie. Avec Vanessa qui est spécialisée dedans aussi. Mais quand tu dis que tu es en live, c'est sur quelle plateforme alors ? Zoom. Ah ouais, voilà. Ouais. En fait, je fais un événement sur Facebook, je mets un lien Zoom dedans, les gens mettent s'ils participent ou pas, parce que j'ai besoin de savoir s'il va y avoir de la participation. Oui. Donc oui. Voilà. Et en général, il y a des gens... Ouais, il y en a entre eux. Alors, ça dépend de la tranche horaire. Ouais. Mais il y a entre 5 et 30 personnes. Ok. Et toi qui a ton regard aussi de prof du BTS Diète, qu'est-ce que tu pourrais voir comme axe d'amélioration dans ce BTS ? Il y en a tellement, il faudrait tout refaire, je pense. Ah ouais, tu penses tout refaire ? Ouais. Moi, je suis quand même très contente de tout ce que j'ai pu apprendre comme base en biochimie. Ah oui, ça, oui, je suis d'accord. Je trouve que vraiment tout ce qui est scientifique, c'est quand même de bonne qualité. Oui. Physiopathologie, tout ça. Ouais. Après, ça vraiment, je trouve que c'est bien. Moi, ce qui m'a manqué dans le BTS, c'est 2 choses. C'est la lecture d'articles scientifiques et tout ce qui est aspect relationnel. Parce que c'est vrai que le BTS, après, il est qu'en 2 ans pour le moment. Donc, on est beaucoup sur l'aspect scientifique, justement, et pas du tout sur l'aspect libéral et comment prendre en charge des patients, comment leur parler. Ça, c'est sûr. Ouais. Après, c'est nous, en tant que prof, de changer un peu les choses aussi, je pense. Et moi, je sais que je déroge un peu au programme, c'est-à-dire qu'en environnement professionnel, je leur dis déjà, le livre, parce que l'école où je suis donne un livre, déjà, vous l'ouvrez pas. Ok. Ça m'intéresse pas. On voit que le début qu'il y a dedans, c'est-à-dire la santé publique. Qu'est-ce que la santé publique et qu'est-ce que ça reprend comme regroupement et comme groupement dans l'État. Qu'est-ce que la santé déjà, tout simplement. Mais après, moi, je veux leur apprendre l'environnement professionnel. La matière, pour moi, c'est une super matière, mais qui est trop sous-estimée. Et c'est vraiment leur apprendre comment ils vont être diètes. Donc, en fonction des élèves, moi, j'en ai 12 à 15. Je leur demande à chacun qu'est-ce qu'ils veulent faire, du thérapeutique, du libéral ou autre chose. Et en fonction de ça, on va travailler sur l'environnement professionnel autour de ça. Comment ils vont travailler quand ce sera en thérapeutique ? Comment ils vont travailler quand ce sera en libéral ? Et comme ça, on va pouvoir faire tout ça. On fait les lectures critiques aussi d'articles. Parce que moi, je suis scientifique, je sais lire les articles et je sais combien c'est important de savoir lire et décrypter un article surtout. Parce que en études personnelles, dans les mémoires, sinon je lis des trucs qui sont hallucinantes. Donc, ouais. Après, ce qu'il y a à revoir, je pense, c'est... quand je dis tout, c'est en rigolant, mais c'est parce que je trouve que c'est un peu... Il faut dépoussiérer, quoi. Même ça s'est amélioré un peu. Par exemple, on parle plus de régime. C'est un terme qui n'est plus utilisé dans le BTS diététique. On parle plus de régime pauvre en sel ou des choses comme ça. On parle alimentation thérapeutique pauvre en sel. Voilà. Donc, ça a un peu changé, mais ça va pas assez vite, quoi. Et en effet, le relationnel, ça manque tellement. Eh oui. Mais c'est hyper intéressant parce que toi, t'es vraiment couteau suisse, quoi. T'as donc tout ton background scientifique, parce que t'étais ingénieur en recherche. Ouais. Donc effectivement, tout ça, tu l'as. T'as toute ton activité de libérale aussi. Plus maintenant, toute ta casquette formatrice. Donc c'est une chance pour tes élèves aussi de pouvoir profiter de tous tes conseils, en tout cas. C'est top, j'espère. Ouais, très bien. Ok. Allez, on va aussi aborder un thème donc là très pratico-pratique parce que ça c'est aussi très intéressant. On est jeune diète, on veut s'installer, donc on a fait toutes les démarches, on a fait la pub et tout ça, et on a notre premier patient qui arrive. Super. Donc trop content. Mais comment on mène une consultation et qu'est-ce que toi tu peux conseiller aussi? Alors bien sûr, j'imagine qu'il n'y aura pas qu'une réponse unique parce que ça dépend de ce avec quoi on est à l'aise aussi. Mais comment ça se passe, une première consulte?
Généralement, ça se passe pas super. On n'est pas très content à la fin. Je sais pas si tu te souviens de ta première consultation. Mais franchement, à la fin, on n'est pas super fiers de nous. On se dit, oh là là, j'ai pas dit ça, j'ai trop dit ceci, j'aurais pas dû faire comme ça. Ouais. C'est vrai que ça aussi, moi, je travaille avec mes élèves que j'ai à l'école. Après, je vais le développer aussi sur mon côté formatrice personnelle, ce côté-là. Mais c'est vraiment, ça s'apprend, quoi. Ça s'apprend vraiment. C'est ça qui manque dans le BTS, comme on disait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Il faut se dire que la première consultation, le bilan, c'est une consultation où vous allez écouter. Oui. Plus que vous n'allez parler. C'est ça, c'est souvent ce qui est difficile parce que comme on est un peu stressé et on a tendance à trop parler quoi, et pas assez écouter la personne. C'est ça. Ouais. Et la première consultation, la personne, elle vous connaît pas. Vous la connaissez pas non plus, mais il faut vous dire qu'elle est aussi stressée que vous des fois, parce qu'elle a jamais été des fois voir une diététicienne, elle sait pas quoi faire, des fois elle est complètement démunie, elle est vraiment au bout du bout. Donc vous êtes un peu sa sauveuse, ou sauveur, même s'il faut pas l'être, mais bien bon, sûr. Ça c'est autre chose. Mais donc faut vous dire que vous êtes là pour l'écouter et surtout faire connaissance l'une avec l'autre. C'est vraiment ça qui est important. Donc, et puis, faire en sorte qu'elle soit à l'aise pour s'ouvrir. Donc, il ne faut pas trop parler dans le sens où vous ne devez pas donner trop d'informations, parce que sinon, ça va faire beaucoup trop d'informations à la personne qui est en face. Et puis, des fois, les erreurs que font beaucoup au début, c'est qu'en effet, ils donnent beaucoup d'informations. Puis, les gens disent « Oui, je reverrai ça plus tard pour prendre un prochain rendez-vous. » Parce qu'en fait, ils ont déjà tout donné. Plein de documents, plein de trucs, Et les gens se disent « Bon, j'ai tout. » Ouais, c'est bon, ouais. Ok, donc ça dure en général 1 heure. Généralement, on conseille 1 heure, mais souvent la première consultation, quand on ne connaît pas, on parle tellement, puis on laisse l'autre parler, ça dure des fois 1h30. Donc je vous conseille, si vous avez un agenda en ligne ou quoi, de prévoir des plages un petit peu plus longues. C'est-à-dire qu'ils réservent 1 heure, mais vous laissez 30 minutes de battement. Au cas où. Comme ça, vous n'êtes pas stressé, vous n'aurez pas de retard sur vos premières consultations, si vous avez la chance d'en avoir plusieurs d'affilée. Et justement, à ce propos, est-ce que tu penses que il faut essayer de parler en termes de suivi, enfin, tu sais, faire la première consultation et faire un suivi avec un tarif, voilà, ou où tu laisses le patient décider, enfin, bien sûr, en faisant des suivis, tu le laisses décider, mais ça incite quand même un petit peu plus. Tu conseilles quoi, toi? Alors, il y a le côté, déjà, pour l'accompagnement, en effet, tu le laisses décider, mais il y a le côté un petit peu, si tu veux, un peu commercial quand même, parce que ça reste un métier où il faut gagner de l'argent, où il faut quand même conseiller plus la personne sur la pertinence du suivi et la fréquence. C'est-à-dire que on a remarqué, moi j'avais fait mon stage optionnel avec une diète libérale. Sur Lyon aussi, et c'était génial parce que en fait, moi qui est scientifique, quand je le répète, j'ai fait une petite analyse statistique sur les patients. D'accord. Et en fait, on s'est rendu compte que si les patients prennent un rendez-vous, leur bilan et leur premier suivi au bout de plus d'1 mois, voire plus d'1 mois, ça marche pas. Parce qu'en fait, ils sont pas contents. Quand je dis ça marche pas, c'est-à-dire qu'ils arrivent démoralisés, il faut tout reprendre au départ. C'était trop long. Et en fait, si tu fais 15 jours, voire 3 semaines grand maximum, c'est beaucoup mieux. Okay. Pour l'application des premiers objectifs, des premières choses peut-être à faire. Donc ça, je leur recommande. Et j'explique ça aux patients. Je leur explique très sincèrement que pour leur bien-être, pour qu'on puisse mieux voir, il faudrait 15 jours à 3 semaines. Après, c'est pas universel et ça dépend. Il y en a, ça se trouve, une seule consultation, ils voulaient juste quelques renseignements comme ça, sûr, et vous les reverrez pas. Et voilà, c'est OK. Oui, bien sûr. Et comment on peut faire pour, pas leur donner envie de revenir, mais pour les inciter en tout cas à revenir? Est-ce qu'il y a des petites choses, justement, allez, il faut pas trop en dire dès le premier rendez-vous? C'est ça. Ouais. Faut déjà pas, comme je disais, pas tout donner au premier rendez-vous. Et le fait de donner des petits objectifs. Un objectif, si vous donnez comme objectif juste, remplis ton journal alimentaire, voilà, c'est pas génial. Par contre, si vous donnez des objectifs un peu plus sympas et en même temps vous dites, comme ça on pourra voir ça la prochaine fois, on pourra faire ça. Peut-être si vous êtes à l'aise avec des jeux en consultation, avec de l'ETP, si vous êtes formé à l'ETP, ça va donner envie à la personne de revenir aussi, quoi. Ok. La bonne idée, c'est tout simplement, à la fin du premier rendez-vous, reprendre le rendez-vous suivant directement. Tout de suite. Ne jamais laisser le choix au c'est patient. Ça. Même si on a une plateforme où le patient peut prendre rendez-vous, c'est directement on sort l'agenda et puis on prend. Et bien sûr, après, c'est flexible par rapport aux patients et ses revenus, parce qu'il y en a, ils vont vous dire, moi, tous les 15 jours, c'est pas possible avec mes revenus. Ok, on fait tous les mois, mais venez bien tous les mois. Et puis, si vous avez des problèmes, vous pouvez me contacter. Voilà. Et est-ce que, alors là, c'est pareil, on est sur une forme un peu
professionnels de santé, éthique, législation, mais est-ce que un forfait, t'as une première consulte avec un certain montant, et puis tu dis si vous en prenez 6, bah voilà, c'est autant. On est comment en termes... Alors là, il y a beaucoup de diètes qui le font. Moi, j'ai jamais fait ça. Parce que, en fait, pourquoi j'ai pas fait ça ? Parce que je trouve qu'au niveau, pour le coup, commercialement, je trouve que c'est pas top. Et même au niveau de toi, ta qualité de professionnel de santé, l'accompagnement. Je m'explique. C'est-à-dire que si tu dis, 6 séances, je sais pas, je dis une bêtise, 680 €, ok, ça veut dire que la personne, elle vient, elle paye ça. Enfin, moi, je me mets à la place. Je me dis, moi, si je paye ça, je veux qu'au bout de 6 séances, j'ai l'objectif du début. Parce que si vous me dites qu'au bout de 6 séances, il en faut 6 autres, je ne vais pas être contente. Donc ça déjà, ça limite. Ça veut dire que tu l'accompagnes pendant 6 semaines. Enfin, ou 6 mois. 6 mois ou 6 consultes, ouais. 6 consultations, et c'est tout. Et après, la personne s'en va, contente ou pas contente. Donc déjà, et sachant que nous, on ne sait jamais si la personne va perdre du poids et combien et quand et combien et comment, et etc. C'est un peu délicat, je trouve. Et aussi le fait que généralement, au bout des 6, ils s'en vont, quoi. Donc, voilà. Ouais. En fait, ça assure les 6. Ça assure les 6, mais après... Ouais. Alors, finalement, ce serait de dire... d'en avoir plusieurs. De dire peut-être un de 6, un de 12... Ouais, mais... Je sais pas, moi je fais pas ce genre de choses. Je sais qu'il y en a qui ont eu des soucis aussi des diètes avec ça. Parce qu'en fait, il faut faire signer des contrats. Du coup, parce que c'est sous forme de contrat pour les patients. Donc moi, je trouve ça un peu... J'aime pas trop ce côté, même si je suis un peu commerciale dans le sens là, mais signer un contrat avec le patient, je trouve ça un peu bizarre. Et puis des fois, enfin, il y a eu des problèmes avec les patients parce que soit ils allaient pas au bout, et comment ça se passe, est-ce que je rembourse, est-ce que... voilà. Ouais. Des litiges, et le contrat, il est obligatoire ? Je crois, oui. J'ai vu ça, ouais. C'est une sorte de contrat obligatoire. Parce que le patient peut aussi payer à la séance. Dans ces cas-là, oui, mais c'est plus un forfait. Ouais. Le forfait, le but, c'est qu'il ne paye pas la séance. Ouais, disons que moi, je vois le forfait comme une sorte de... Mentalement... je m'engage. Voilà, je m'engage. J'ai compris que c'était important pour moi de venir plusieurs fois, et puis... mais comment décider le nombre de fois ? C'est délicat. Ouais, c'est délicat. Ça peut être en fonction d'un nombre de kilos. Ouais, mais on peut pas savoir combien de savoir, non. On peut se dire que, en fonction de la personne, 12 consultes, ça peut être le temps qu'il faut pour ancrer des bonnes habitudes. Mais ça peut être au bout de 4. Ça peut être au bout de 4. Et ça peut être quelqu'un où au bout de 5, vous dites normalement ça devrait être bon. Puis finalement, vous creusez un aspect émotionnel que vous n'aviez pas vu au début, au bilan, et que la personne petit à petit, en ayant confiance, se livre. Et en fait, ça va durer beaucoup plus longtemps parce qu'il y a beaucoup plus d'aspects émotionnels à côté. Et ouais, non. Ouais. Ça dépend comment on l'amène, encore une fois. Je pense que... Voilà, on peut très bien se dire, si on fait ça, de se dire, allez, on est parti sur 6, et puis se rendre, je me rends compte qu'on est un petit peu plus, voilà, on se verra peut-être un petit peu plus que ce qui était prévu. Et à l'inverse, le diète, d'être super honnête en se disant, vous vouliez venir 6 fois, finalement, au bout de 3, c'est tout bon. S'il a payé en avance, rembourser, quoi, tout simplement. Il faut être clair avec ça, même soit, il faut se dire, il y a la possibilité que je rembourse une partie ou quoi. Voilà. Pour mener bien les consultations au début, et ça c'est pendant les années de BTS, souvent ce que je conseille, c'est de commencer à créer des documents. Ce que je fais avec mes élèves, c'est qu'ils créent déjà des questionnaires pré-consultation. Tu sais, qu'on peut envoyer quand on voit que quelqu'un a pris rendez-vous, par exemple sur une application, ou Doctolib ou autre. On lui envoie un questionnaire pré-rendez-vous. Comme ça, on a déjà quelques informations. Déjà, ça nous enlève un peu de stress en se disant, on sait déjà pourquoi il vient, machin, on va pouvoir remplir son petit dossier avant, tout bien. Et préparer d'autres documents. C'est-à-dire des documents sur l'assiette santé, des documents qu'on a envie sur les équivalences, des choses comme ça. C'est important, comme ça vous avez déjà des choses, ça va pas vous faire de travail en plus. Ouais, c'est ça. Moi, c'est les recettes que les gens viennent chercher. Je sais que c'est pas forcément l'aspiration de chaque diète, que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça, mais c'est vrai que moi, les gens reviennent parce qu'ils savent aussi qu'ils vont avoir des nouvelles recettes, quoi. Moi, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Moi, je les prends sur Internet, mais après, c'est bien. Donc, et moi, je donne pas de documents. Oui, voilà. Par contre, j'explique tout. Je prends bien le temps de tout expliquer, mais par contre, ils repartent pas avec des docs, quoi. Moi, j'aime bien le doc visuel. Tu vois, j'aime bien le doc avec des dessins, des choses comme ça. Donc, moi, je suis très document. Ouais. Et tu vois, moi, je fais tout ça, mais sur les réseaux. Oui.
Donc j'imprime pas et c'est vrai que tous les jours il y a des publications qui sortent et donc ils apprennent aussi par ce biais-là. Donc c'est ça tout aussi. est possible en fait. C'est vraiment en fonction de chacun. De chacun, de ses préférences. Je pense que tout est possible si on a vraiment une passion. C'est-à-dire qu'à la base, en plus après avoir fait 2 ans, voire 3, voire 4 de ce BTS, c'est vraiment qu'on est passionné. Parce qu'elle est dure. Et donc, c'est de se dire, ma passion, comment je vais la transmettre ? Parce qu'en fait, c'est aussi par rapport à ça que les gens ils viennent vous voir. C'est parce qu'on voit que vous êtes passionné, que vous aimez ça, que vous aimez certes les gens, mais pas que. Vous aimez votre métier. Et c'est comme ça qu'ils vont venir vous voir. Et en fonction de là où on est le plus à l'aise, ça fonctionne. Mais par contre, c'est sûr que si vous attendez derrière votre bureau, votre téléphone il sonne, votre Doctolib il sonne, il ne va pas se passer grand-chose. Non, mais c'est sûr. Et puis aussi se dire que ça va évoluer avec les années, avec l'expérience. C'est ça, il ne faut pas trop s'inquiéter non plus au départ. Si c'est pas parfait non plus, c'est pas grave. On va évoluer, on va grandir, on va apprendre. Souvent, les élèves, s'ils ont peur, c'est au tout départ, c'est d'avoir un patient devant avec une pathologie qu'ils connaissent pas. Et qu'est-ce que je fais ? Tu lui dis que tu connais pas. Tu vas te renseigner, c'est normal. Vaut mieux dire à quelqu'un, je ne connais pas, je vais me renseigner et je reviens vers vous ce soir, cet après-midi, demain, que de dire une grosse bêtise. C'est pour ça que c'est vrai que c'est intéressant les questionnaires dont tu parlais, qu'on peut envoyer en amont pour avoir quand même pas mal d'infos. Ça permet quand même de dégrossir. Tu regardes avant ta consulte, tu te renseignes, ouvres un bouquin si besoin. Moi j'ai fait ça la première année, c'était vachement rassurant. Et puis après, je l'ai plus fait. Mais au début, je trouve que c'était vachement rassurant. Je savais déjà pourquoi la personne venait. Oui. Et puis, tu apprends beaucoup dans le questionnaire aussi sur la psychologie, sur comment, si la personne, elle t'écrit « je dois absolument perdre du poids, ça fait des années, j'ai toujours fait plein de régimes et tout ça », d'office, tu sais que tu vas aborder les choses complètement différemment et que tu vas pas lui proposer un énième truc qu'elle a déjà fait qui ne fonctionne pas, quoi. Tout à fait. Je trouve ça très, très pertinent, moi. Et la façon dont c'est écrit, t'apprends sur les gens, si les réponses sont courtes ou longues. Aussi. C'est ça. Tu sais quel genre de personne tu vas avoir devant. Les réponses sont très courtes. Tu te dis, là, va falloir creuser parce que ça va être difficile. Non, mais moi, je trouve ça vraiment, ça a vraiment du sens. Allez, on avait commencé à en parler des tarifs. Il faut quand même qu'on en parle parce que c'est intéressant. On n'en parle pas ou trop peu parce qu'il y a toujours, je pense, très connoté français, ça, dont on ne parle pas trop des prix, combien ça coûte. Nous, on va le faire. Comment ? Alors déjà, il n'y a pas de réponse unique, mais il y a peut-être une fourchette. Combien ça doit gagner un diététicien à l'heure ? Alors, combien ça doit gagner à l'heure ? Moi, je te dirais tout simplement en thérapeutique, j'en sais absolument rien, par exemple. Mais en libéral, je pense que ça dépend de chacun. Je dirais à l'heure, 50 € au moins. Si ce n'est pas 50 €, ça va être... c'est un peu... Carrément d'accord, c'est ce que j'allais dire moi aussi. C'est dévalorisé, quoi. Après, c'est vrai que le prix de la consultation va dépendre de là où on se trouve. C'est-à-dire que les grandes villes, Paris par exemple, c'est des fois jusqu'à 75 € de la consultation bilan, on va dire, d'1 heure. Et des fois, on n'a pas dit, mais des fois le suivi, ça dure 30 minutes, 45 minutes, donc c'est un peu moins cher. Il y en a qui font tous le même tarif. Ça dépend de chacun. Moi, je sais que souvent, je suis restée sur le même tarif. Je réfléchis, mais si, je suis restée sur le même tarif, que ce soit un village, petite ville en Vendée, 5000 habitants, ou Lyon, 60 € le bilan, et je faisais 35 €, 40 € le suivi. Et ça, c'est ce que j'ai vu qui était un peu... partout pareil. Après, si vous voulez vraiment voir ce que font les autres, c'est simple, vous allez sur Google, vous regardez les diètes autour de chez vous, où vous voulez vous installer, les tarifs qu'ils font, et vous restez cohérente. Le but n'est pas non plus de faire des tarifs très très bas, ça servira à rien, et ça sera assez dévalorisé aussi le métier, quoi. C'est la tentation aussi de se dire, j'ai regardé, ils sont tous à 50, moi je vais me mettre à 40, comme ça je serai le moins cher, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'en se mettant à la place de la personne qui il est moins cher, comment ça se fait qu'il est moins cher, c'est peut-être parce qu'il est moins bon, il y a ça aussi. Peut-être rien à voir, mais Ok, moi j'allais dire comme toi, pas moins de 50 € de l'heure, sachant qu'il faut déjà déduire les 21%, voilà. Bientôt 23. Bientôt 23, plus les différentes charges quand même qu'on peut avoir si on a un cabinet, donc... C'est pas déconnant. Pas du tout. Donc ça, c'est, je pense, pour les futures diètes qui écoutent,
voilà, se dire que pas moins de 50, c'est quand même bien. Et donc, on peut aussi se dire, même si je paye mon cabinet 300 €, finalement, c'est l'équivalent de 6 consultes. Donc, ça veut dire par mois, vu comme ça... Il y a moyen d'en vivre, quoi. C'est ça. Et c'est qu'après, c'est de se dire ça, par rapport à ça, au prix de la consultation qu'on va mettre, c'est de vous donner des objectifs. Par semaine, je dois en faire combien ? Par mois, je dois en faire combien ? Parce qu'il y a le cabinet, il y a Doctolib ou autre. Je dis toujours Doctolib parce que c'est le plus connu, mais voilà. Mais autre agenda aussi électronique en ligne. Peut-être du matériel que vous avez pris sous location ou en emprunt qu'il faut aussi rembourser. Enfin, plein de choses comme ça, les charges du cabinet. Donc tout ça, mis bout à bout, combien vous devez faire de consultations pour payer ces charges-là, mais aussi pour vous payer après. Ce serait bien aussi. Oui, complètement. Et tu sais, quand on est sollicité pour des projets, par exemple, je sais que moi j'ai déjà été sollicitée par des entreprises pour aller faire des animations directement dans l'entreprise. Le piège, c'est de compter que son temps de présence. Souvent, mais ils se font avoir les diètes. Ouais, c'est ça. Et donc, bien rappeler qu'il faut aussi compter le temps de préparation, éventuellement le temps de déplacement aussi. En fait, c'est même plus que ça. Moi, j'ai mon conjoint était réflexologue, mais il est commercial à la base. Et quand j'ai eu la première intervention, on m'a appelée. Je m'en souviens, c'était pour un atelier cuisine dans une association de quartier. J'étais super contente, je voulais absolument faire ça. Et donc, je réfléchis, je dis 3 heures, 50 € de l'heure, ça fait 150, plus le temps de faire les recettes, de préparer un petit doc. Les docs d'après, c'est elle qui faisait, donc j'avais pas à faire. Voilà, je me suis dit dans les 200 €. J'ai dit ça à mon conjoint, il s'est moqué de moi. Il m'a dit, ça va pas ou quoi ? Tu vas pas proposer 200 €, faut que tu proposes 500. Tu proposes 500, elle va te réduire, mais tu proposes 500. Et c'est ça, souvent on se trompe, on n'ose pas au prix, on a peur du tarif en fait et du prix. Il faut pas avoir peur. Tout ce qui va être plus d'1 heure, c'est forcément dans les 300, 400, 500 €. Des fois, à la journée, il y en a qui demandent 1 000 €. Ouais, c'est pas déconnant en fait. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que le temps que vous êtes là-bas, c'est vous aussi qu'on paye. Exactement. Et puis même les supports, si tu crées des supports, ils vont peut-être être réutilisés par la suite. Aussi, donc oui. Et ça, c'est vrai que je pense qu'il faut rassurer les diètes qui écoutent. On a tous fait une erreur. Enfin, moi la première. Donc voilà, vous allez certainement vous planter. C'est pas grave, vous allez apprendre en même temps. Ça. Mais ne pas hésiter, voilà, c'est aussi l'estime qu'on a de soi-même et... se respecter aussi à ce niveau-là. Et donc ça, c'est important. Et ça me fait penser à une anecdote aussi. On peut se faire avoir quand on reçoit son premier coup de téléphone d'un patient qui nous contacte pour prendre rendez-vous. C'est un peu la panique la première fois. Tu décroches. Alors si en plus, t'as pas un téléphone pro, c'est ton téléphone à toi. Enfin, ton téléphone perso. Oui, je voudrais prendre rendez-vous. Alors là, panique, j'ai pas mon agenda. Comment je fais et tout ça. Et l'erreur, c'est de pas donner le prix. Aussi. C'est ça. Parce que si le patient il arrive ou de pas donner le moyen de paiement parce que tout le monde ne prend pas encore la carte et donc c'est marrant oui ou non mais d'arriver le patient vous prenez pas la carte mais moi j'ai que ça et en fait non je prends pas la carte je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens bien intentionnés mais on a quand même un pourcentage mal intentionné. Le patient peut très bien dire je vais chercher, je reviens et qui revient jamais. Voilà. Donc ça, il faut aussi être prêt au téléphone. Savoir prendre un rendez-vous, en fait, en effet, c'est marrant, mais c'est pas le truc qu'on apprend non plus. Non. Et c'est le b.a.-ba, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'erreurs, notamment ça. Puis c'est vrai que je me rappelle, parce que quand tu disais ça, ça me fait rappel moi aussi, quand j'ai eu mon premier appel, mince, qu'est-ce que je fais ? J'ai pas d'agenda, mince. Je note sur un papier. Je note sur ma main, puis après on oublie. On oublie de demander le numéro de téléphone pour peu qu'il ne se soit pas affiché. Tu ne demandes pas le numéro de téléphone et donc après si tu veux le recontacter pour n'importe quelle raison, tu peux pas. Tu oublies de donner l'adresse. Vraiment, c'est plein de choses comme ça dans la panique. Donc, ça c'est vraiment important et puis aussi des fois on passe trop de temps. C'est-à-dire que j'avais fait une capsule là-dedans, justement où mon conjoint expliquait tout ça parce que c'est lui qui m'a appris à parler au téléphone, à décrocher, à prendre un rendez-vous au téléphone, tout ça. Et en fait, c'est vrai que c'est important parce que des fois, on passe trop de temps. On reste 15-20 minutes avec la personne, c'est une mini consultation. C'est ça. Donc moi je dis à mes élèves, non, vous restez pas 15 minutes au téléphone en fait. Le but de ça, c'est qu'ils prennent rendez-vous. Déjà, il doit pas raccrocher sans avoir pris rendez-vous. Donc, sinon, il va vous poser plein de questions, vous allez lui donner plein d'informations, puis il va dire, ok, je reviendrai vers vous, puis il reviendra pas. C'est ça. Donc non.
De réussir à prendre le rendez-vous, ouais, tout à fait. Ouais. Ça se prépare aussi. C'est vrai que je pense que c'est peut-être bien de se faire, ne fût-ce que mentalement, les différentes étapes, être un peu prêt, quoi. C'est ça. Et peut-être aussi avoir une messagerie adaptée. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, parce que c'est quand même notre téléphone souvent perso, donc de bien mettre un message adapté. Voilà, vous êtes sur le numéro de diététicien, diététicienne. Je vous rappellerai dès que possible. Laissez vos coordonnées, bien sûr. Ouais, c'est vrai que c'est aussi des choses qu'on n'apprend jamais et qui sont super importantes. Puis ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y a certains patients qui sont remboursés aussi. Oui, par la mutuelle. Donc ça peut être aussi un argument, entre guillemets, attention, pas un argument de vente, mais expliquer aussi aux patients qu'ils peuvent avoir 1, 2, 3 parfois consultes ça dépend dans l'année, en fait. Des fois c'est un tarif, des fois c'est un nombre de consultations. Donc vraiment c'est à se renseigner auprès de leur mutuelle, mais il y en a de plus en plus qui remboursent. Donc c'est vrai. Franchement, faut pas hésiter. En termes de facturation, de facture, est-ce qu'il y a aussi, donc on a dit un numéro RPPS à mettre dessus pour que ce soit validé. Alors moi j'ai certains patients des fois parce que souvent j'envoie la facture par mail. Moi aussi. En PDF pour on peut déposer maintenant directement aussi sa signature. Sur le site. Sur la mutuelle. Ouais, sur la mutuelle. Mais par contre, c'est vrai que je les signe pas. Ah, moi j'ai tout signé. Voilà, et en PDF, parfois tu peux signer. Ouais, parfois c'est refusé. C'est fait par certaines mutuelles qui demandent le tampon et la signature. Alors le tampon c'est pas une obligation, donc dans ces cas-là il faut que le patient il insiste. Par contre il faut que la signature, il faut que toi tu aies signé, ça c'est une obligation. Ça c'est une obligation. Souvent il y en a beaucoup qui demandent, moi je le rajoutais à chaque fois, c'est facture payée. Ouais, ça oui, facture parce que faut bien marquer ça en gros, comme certaines factures où vous voyez des fois c'est marqué en rouge ou truc comme facture payée, là c'est pareil. Voilà, ça c'est vraiment les trucs qu'il faut que ce soit marqué, le montant total. S'il y a plusieurs consultations, une seule, enfin voilà. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est difficile de vivre de son activité en libéral, toi ? Alors je dirais non pour moi, parce que ça n'a pas été difficile, parce que aussi, comme on disait, j'ai mis beaucoup de choses en place c'est-à-dire que moi, à chaque fois, même en Bretagne, on avait créé une association de sport. Donc c'est une autre sorte de communauté, c'était pas sur les réseaux, parce qu'on est anciens, mais finalement, on s'est fait connaître aussi comme ça. Donc par une association de sport, le sport et l'alimentation, c'est lié, donc voilà, ça a beaucoup fonctionné comme ça aussi. Et puis on a fait plein de trucs gratuits et du coup on se faisait connaître et voilà. Donc je pense que c'est pas, on peut en vivre. Après il faut mener les choses pour. Moi pour donner une idée, quand j'étais en Bretagne, au bout de 6 mois, j'ai réussi à me verser un salaire à 2 000 €. Voilà, mais pas un salaire, un chiffre d'affaires à 2 000 €, d'accord. Et par contre, en Vendée, dans un village, une ville un peu plus grosse, là, j'ai mis 3 mois à faire 4 000. Ça a été un peu plus rapide, surtout qu'il n'y avait pas du tout de diète. Donc après, tout le monde venait chez moi. Ils m'appellent encore les gens pour venir, mais je ne suis plus du tout en Vendée. Et à Lyon, par contre, ça a été beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a plus de diètes ? Parce qu'il y a plus de diètes. Donc en fait, là, du coup, vu qu'il y a beaucoup plus de diètes, c'est plus difficile de sortir votre épingle du jeu. Donc là, ce qui va être encore plus intéressant et important dans une grande ville, c'est d'avoir des spécialités. Ah oui. Vraiment c'est ça qui va faire que vous allez décrocher. Moi ça m'a beaucoup aidé, mais ça m'a pris là pour le coup je pense plus de 6 mois pour vraiment retrouver le chiffre d'affaires que j'avais avant de entre 3 et 4 000 €. Okay. Donc, ça a été un peu plus long et encore j'ai de la chance. J'avais encore aussi des patients d'avant aussi en visio. En visio, d'accord. Ouais. Et j'ai développé beaucoup plus ma spécialité autour de... j'avais déjà l'alimentation du sportif qui marchait très très bien en Vendée, parce que c'est pareil, il faut aller travailler dans les endroits. J'ai travaillé dans une box de CrossFit, dans les salles de sport. J'allais gratuitement au début présenter ma balance, parce que j'ai une balance spécifique, pour montrer un petit peu ce que c'est qu'une balance spécifique pour le sportif et combien c'est intéressant. Comme ça, après, prenez rendez-vous avec moi. Enfin voilà. Et donc tout ça, ça m'a fait aussi grossir mon chiffre d'affaires. Et après, à Lyon, j'ai développé plus l'aspect chirurgie bariatrique. Et du coup, je me suis mis en lien avec un chirurgien. Et il n'avait pas de diète vers qui en renvoyer, sinon il était qu'à 30 ou 40 km. Donc après, il a tout renvoyé chez moi. Ah ouais. Et donc, c'est ça qui m'a permis d'augmenter le chiffre d'affaires. Ok. En fait, je pense qu'il n'y a pas de règle. Je pense qu'on en parlait un peu avant, mais quand on dit qu'on veut passer le BTS diète, on nous dit « Ah, mais tu verras, c'est super difficile et tout ». Certes, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de l'avoir. Non.
Et effectivement, vivre de son activité en libéral, c'est certes difficile, mais ça ne veut pas dire impossible non plus. Donc je pense qu'il faut vraiment pas trop écouter ce qu'on peut nous dire et comme tu dis, aller se lancer, oser, mettre en place des choses, réajuster si on se rend compte que ça fonctionne pas et il n'y a pas de mal à se tromper et à faire des erreurs. Et bosser quoi, enfin vraiment y aller à fond. C'est ça. Par contre, il va falloir bosser à fond. Mais voilà. C'est se dire, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas attendre que ça sonne, que les gens viennent à vous parce qu'ils ne viendront pas. Donc en fait, il faut vraiment faire tout ce qu'il faut, taper à toutes les portes pour que ça fonctionne. C'est primordial. Je suis d'accord avec toi. Quels sont les avantages de l'activité en libéral, tu penses ? Il y en a tellement. Non, je sais pas. Moi, j'adore. Déjà, on fait ce qu'on veut. Ouais, la flexibilité, la liberté. Ouais, la liberté, mais professionnelle. Moi qui ai travaillé vraiment dans des choses où c'était très rigide, la science, la recherche, c'est pas la liberté. C'est très rigide. Et on est soumis à certaines pressions et tout. Là, c'est pas du tout pareil. On est très libre. Le fait qu'on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, on peut organiser nos journées comme on veut. Si en plus on est marié, on a des enfants, on peut vraiment faire en sorte d'avoir plus de vie avec nos enfants aussi. On peut faire tout ce qu'on a envie, c'est-à-dire que Diète Libérale, on parle du cabinet, on a parlé un peu des interventions, mais vraiment vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Des newsletters, des e-books, des livres de recettes. Tout, c'est en fait, tant que c'est régi par la loi, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ça, c'est génial parce que ça augmente aussi notre créativité, notre imagination, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites. Et ça, je trouve que c'est génial. Ouais. Et les inconvénients alors ? Pas de congés payés. Ouais. Je dirais que c'est ça. Après, les inconvénients. Stress peut-être c'est aussi. Ça. Ouais. C'est ce stress-là de pas savoir combien tu vas avoir d'argent, surtout les premières années. Après, quand tu sais, quand ça marche bien, même moi, là, au bout de 4 ans, je sais à peu près le chiffre d'affaires que je veux faire minimum pour vivre. Après, voilà, si j'arrive à en faire plus, tant mieux. Et voilà. Ouais. Mais je pense qu'au début, c'est surtout ça. Ouais. Charge mentale peut-être aussi de se dire, il faut que je mette en place des choses. Ça dépend des personnes. Peut-être que ça peut être stressant pour certaines personnes, ça. Pour d'autres qui sont créatifs ou qui aiment les projets. Moi, je suis quelqu'un qui adore les projets. Donc pour moi, c'est pas une charge mentale. Je pense déjà au 5e projet que je vais faire dans 10 ans, quoi. Donc non, ça, je trouve que c'est bien. Après, un aspect négatif, c'est si vous n'êtes pas dans une maison de santé, vous êtes seul. Ouais. Et ça, c'est un peu... Faut parler avec les autres diètes. Soit dans votre ville, soit sur les réseaux, mais faut pas rester seul, je pense. Ouais. On peut venir sur ton groupe. On peut venir sur mon groupe. Il y a plein de futurs et de diètes sur ton groupe. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour réussir à concilier vie pro et vie perso ? Parce que c'est vrai que c'est quand même un petit peu le piège, surtout quand on débute, de tout mettre dans son activité pour se faire connaître et de délaisser un petit peu sa vie perso. Est-ce que tu as des petits conseils ? Je suis un mauvais exemple. Je travaille tous les jours. Moi, j'ai pas de jour de congé. Donc, après, ça dépend de chaque personne, ça aussi. C'est que moi, je suis tellement dans mon travail qu'en fait, moi, j'ai pas de jour de congé. Et vu que j'adore ça, comme je disais à quelqu'un qui me disait, ouais, mais t'as pas de jour de congé, je lui disais, c'est quoi ton jour préféré ? Elle me disait, moi, c'est le samedi. Moi, je lui dis, tous les jours, c'est samedi. En fait, parce qu'en fait, moi, j'adore tout ce que je fais. Donc, et vu que j'ai pas de contrainte à me dire il faut que je travaille 8 heures ou 10 heures, si j'ai envie de travailler un jour 3 heures, je travaille 3 heures. Si un jour j'ai envie de travailler 10 heures, je travaille 10 heures. Maintenant que, par contre, je fais beaucoup de choses, je me suis fait un agenda, mais pas en ligne, mais moi j'ai besoin du visuel et du papier pour ça. Donc je me suis affichée, comme on peut voir chez les gens qui travaillent avec des post-it et tout ça, là. Voilà, j'ai un truc comme ça sur un mois et sur une semaine. Et donc en fait, je sais tout ce que je vais faire à la semaine, toutes les tâches que je dois accomplir tous les jours. Ok. Parce que sinon, soit je procrastine sur certaines, soit je me disperse énormément. Parce que comme je te dis, je pense tellement plein de trucs que sinon je me disperse. Et comme ça, je suis plus sûre d'avancer. Et il y a des jours où je me dis, là, je vais arrêter de travailler à 14h. Cet après-midi, je travaille pas, c'est pour moi. Ok, donc tu as une bonne organisation quand même. Ouais. C'est un peu obligatoire. Je pense qu'après, au début, au début, on fait avec ce qu'on a, donc on s'organise comme on peut. Mais après, quand c'est assez quotidien, qu'on sait à peu près le nombre d'heures qu'on va travailler par jour, je pense que c'est bien. Ouais. Moi, ce que je dirais quand même aux futures diètes, c'est de
pas non plus trop se tracasser parce qu'il y a des moments pour tout dans la vie. Enfin, voilà, quand on passe le BTS, il y a des moments où on est un peu plus cool, un moment où on doit bosser à fond. Bah, c'est pareil pour son installation. Peut-être que les premiers mois vont être un peu durs et qu'il faudra mettre en place plein de choses et qu'on a l'impression d'être un peu sous l'eau. Et forcément, au bout d'un moment, on va récolter un peu ce qu'on a semé. Tout à fait, ouais. Donc, les variations comme ça... de rythme, elles sont normales, et puis il faut pas non plus se dire mais mon Dieu, je m'en sortirai jamais. Non, puis ça fait tout du ce bien. Que j'ai à faire et tout ça, ouais. Ça fait du bien, c'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est le même conseil que je donne aux élèves actuellement là qui sont en train de passer les épreuves ou même avant, c'est qu'en fait ils bossent tellement ils s'aèrent plus. Ils vont même plus dehors. Il y en a, sport, voilà, il y en a une aujourd'hui, je l'avais au téléphone, elle était pas bien du tout. Elle s'occupe plus d'elle, elle fait plus rien avec sa famille. Non, arrêtez en fait. Et il faut vous dire que c'est dans le repos qu'on progresse, et c'est également pareil pour le cerveau. C'est en se reposant qu'il va assimiler les informations, donc il faut se reposer. Ouais. Comme dans le sport, le repos fait partie de l'entraînement. Ok, qu'est-ce que tu peux conseiller comme ressources pour les futures diètes, alors que ce soit pour l'activité en libéral, mais même, on va dire des informations peut-être plus scientifiques ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des livres, des ressources que tu consultes, des sites internet? Moi, le livre que j'ai adoré, je l'ai même lu quasiment 2 fois, c'est l'alimentation intuitive. Donc c'est un livre, par contre je pourrais plus dire les noms, c'est on mettra, tu nous diras, puis on mettra dans la barre d'infos. Et donc oui, c'est Alimentation intuitive, il est génial. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses. En termes de ressources, ça, alors moi j'investis dans des livres de recettes parce que justement je n'ai pas de recettes à moi, donc j'investis dans des livres de recettes pour pouvoir les donner à mes patients, mais pour moi aussi, pour organiser, parce que ça c'est une question d'organisation aussi, pro et perso. Donc ça, je trouve que c'est intéressant quand nous on n'est pas très à l'aise avec ça, ne serait-ce que pour en avoir pour les patients et pour soi. Souvent, je fais de la lecture de livres. Les gens, ils amènent leurs livres, parce qu'il y en a plein de livres chez eux, mais qu'ils les utilisent pas. Des livres de recettes ? Ouais. Ah ouais. Et ils les amènent en consultation. Et on les regarde. Ah oui, et puis tu peux peut-être sélectionner celles qui sont un peu plus pertinentes. Et je leur conseille, en fonction de celles qu'ils aiment ou quoi, comment ils peuvent la mettre dans leur repas. Et on fait des menus ensemble. Au lieu que ce soit moi qui les fasse, on les fait ensemble. Construit, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça. Ensuite, il y a l'IREPS. L'IREPS, c'est vachement intéressant comme ressource. Donc en fait, tu vas sur Internet, tu tapes l'IREPS et tu as plein de ressources pour les diètes. IREPS, ok. Ouais. Donc ça peut être intéressant, tout ce qui est fruits et légumes, etc. Donc t'as des petits flyers, des trucs, des recettes, voilà, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que je vais conseiller d'autre ? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les cas cliniques de Florian Seffer. Donc ça, franchement, quand on s'installe, qu'on n'a pas l'habitude de la communication, des différents cas qu'on peut avoir en perte de poids ou autre, de gérer aussi tout ce qui est agressivité passive des patients, etc., qu'on ne sait pas faire, et ça aide énormément. Okay. Et c'est que 8 € par mois, donc franchement, allez-y. Ça, en livre, sinon, l'alimentation pleine conscience. J'avais fait aussi la formation de Duncan là-dessus. Et puis ensuite, ça va être les ressources par rapport à vos spécialités, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a une personne à qui tu penses que tu verrais bien dans ce podcast et que tu voudrais nous conseiller ? Moi, j'aimerais bien Marie Ployard. Je ne sais pas si tu connais. Non. Marie Ployard, c'est une photographe qui fait de la photothérapie. Ok. C'est génial. Franchement, et je pense que pour tous les patients, pour de la bienveillance corporelle, il faut passer par ça. Enfin, il faut. Ça serait vraiment bien. Ça aide énormément. Donc en fait, elle est spécialisée dans la photothérapie. Le but, ça se passe en plusieurs étapes. Déjà, tu as une première étape de communication téléphonique. Et ensuite, tu as une étape où toi, tu dois te décrire oralement. Tu l'enregistres sur ton téléphone, tu te regardes dans une glace et tu te décris tout ce que tu vois. Et en fait, elle va donner cet enregistrement-là à un dessinateur qui va te dessiner par rapport à ce que tu as dit. Et ensuite, vous voyez avec le dessin. Et on discute de comment il m'a vu par rapport à ce que j'ai dit, alors que c'était pas ça que j'avais vu. Enfin, c'est vraiment très étrange et très intéressant. Et ensuite, il y a une session de photos qui dure 1 à 2 heures. En fonction des gens, c'est soit habillé, soit en sous-vêtements, soit nu. Le but, c'est d'être le plus dévêtu possible pour voir le corps. Et elle modifie aucune photo. Parce qu'en fait, le but, c'est d'apprécier son corps tel qu'il est. L'acceptation de soi-même et tout ça, ok. C'est vraiment bien. Moi, je l'ai fait. Okay. Et franchement, moi qui n'aime pas du tout la photo, franchement, c'était vraiment bien.
Ok. C'est une personne... Ça a débloqué certaines choses. Ouais, aussi, c'est super bien, ouais. Ok. Bon, c'est intéressant. Merci beaucoup. Bon, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a un thème ou une question que je t'ai pas posée mais à laquelle tu as trop envie de répondre, ou quelque chose que j'ai pas abordé qui te tient à cœur? Non, ça va. On a tout dit? Ouais. Et ben, je te remercie beaucoup, Charlotte. Merci non, à toi. Le plus important, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Facebook. Voilà, comment s'appelle ton groupe? Groupe BTS Diététique Bienveillant. Ouais. Et j'ai également un site internet, diététiquebienveillant.fr, où dessus, c'est tout l'accompagnement pour le BTS. On peut me retrouver aussi sur Spotify et Apple Podcasts, avec mon podcast pareil, Diététique Bienveillant. Ok, et ce que t'as pas vraiment abordé, mais on a pu comprendre, c'est que tu vends des ressources aussi pour les futures diètes, ou même, moi j'ai acheté tes ressources alors que j'étais déjà diète. Donc j'ai vu qu'il y avait des ressources sur l'installation en libéral, justement, des modules comme ça. Il y a des modules qui portent sur quoi encore? Il y a toute une partie plus pour l'accompagnement pendant le BTS. Donc là, tous les essentiels de cours. C'est-à-dire que c'est tout ce que vous devez connaître absolument pour le BTS diététique, donc vraiment synthétiser la charge d'informations qu'on peut avoir. Il y a de l'accompagnement, sinon en coaching, en cours particulier, pour la rédaction du mémoire, la correction du mémoire. Et ensuite, il y a le côté diète avec les modules pour l'installation libérale. Et voilà. Ok, super. Donc on mettra aussi le lien en barre d'infos. Merci beaucoup. Merci.